Toujours, c'est les mentors de la cybernétique naissante, si vous voulez. Ce sont des personnalités qui sont autant de jalons dans l'élaboration de la cybernétique naissante et de l'impulsion de la cybernétique à vouloir pénétrer, à tous les sens du terme, le secret de la pensée. Voilà, pour le résumer en une phrase, la cybernétique, elle tâche depuis sa naissance, depuis ses origines, depuis sa genèse même, que je suis en train d'examiner donc depuis quelques séances, elle tâche de pénétrer les secrets de la pensée. C'est tout ce qui l'intéresse. Et les secrets de la pensée, ça signifie la manière dont les secrets de ce qu'elle imagine être la pensée, on va le revoir encore un peu aujourd'hui, c'est-à-dire principalement la logique, une certaine logique et le calcul. Et lorsque je dis pénétrer, c'est aux deux sens du terme en français, c'est-à-dire il s'agit aussi de manipuler et de dominer la pensée. C'est quelque chose qui est prégnant dès les origines, dès la genèse de la cybernétique. C'est quelque chose qui fonctionne parfaitement désormais. C'est-à-dire les populations mondiales sont profondément manipulées, brainwashées, le lavage de cerveau par le truchement de la cybernétique aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est important de voir comment ça naît, où ça naît, quand ça naît, et de quelle manière ça se met en place. Donc, est-ce que j'ai mis ça? Oui, voilà. Donc ça, c'est Nicolas Rachevsky. C'est... Ah, zut, je viens d'enlever l'image, je vous la remets. C'est quelqu'un, donc c'est un scientifique qui est d'origine ukrainienne. On est toujours dans les années 30 et 40 aux États-Unis, qui a émigré aux États-Unis et qui est passionné de ce qu'on appelle la biologie mathématique. C'est lui qui, dans les années 30 et 40, fut l'instigateur de la modélisation mathématique, donc, du comportement des nerfs et des réseaux nerveux. Tout le travail de Rachevsky, comme de ses successeurs, donc à qui vont succéder très vite dans leur collaboration Pitts et McCulloch, tout le travail de Rachevsky consiste à partir d'une analogie purement hypothétique, c'est une hypothèse, qui est visuelle, qui est subjective, qui n'a rien d'objectif, entre un phénomène chimique, à savoir la division spontanée des gouttelettes dans les colloïdes, qu'il a modélisé mathématiquement. Il modélise la division des gouttelettes dans les colloïdes, dans les substances colloïdes, et analogie purement visuelle, hypothétique, entre un autre phénomène, biologique cette fois-ci, qui est la division des cellules vivantes. Donc il fait une analogie entre un phénomène chimique et un phénomène biologique, la division des cellules vivantes, qu'il observe à l'œil nu, dont il ne sait rien, seulement il en a une forme de vision scientifiquement augmentée, qui est celle au microscope que l'on peut avoir de la division des cellules vivantes, sur laquelle, donc, cette analogie, il va plaquer sa modélisation mathématique. Vous voyez, comme on part de quelque chose de ténu et d'absolument pas, qui n'a aucune réalité en soi. Il s'agit simplement d'une idée, comme une idée platonicienne. C'est ce Nicolas Rachevsky qui l'a en premier, cette idée-là. Il va plaquer sa modélisation mathématique avant de décider de plaquer ce premier travail analogique, qui est une pure analogie, un pur rapprochement abstrait entre deux réalités qu'il observe à l'œil nu et entre lesquelles il n'y a pas de rapport autre que celui qu'il fait lui. Il va décider donc de plaquer ce premier travail analogique sur le fonctionnement des neurones du cerveau. C'est-à-dire, ça commence par la division des cellules nerveuses, des cellules vivantes même, et ensuite il va aboutir il va appliquer toute cette analogie qu'il est en train d'élaborer aux cellules, aux neurones du cerveau, parce que, comme commente Tara Abraham, c'est elle qui explique tout ça, hein, les neurones, après tout, étaient des cellules nerveuses. Et Rachevsky, continue Tara Abraham, a fondé sa théorie de la conduction nerveuse sur la notion de diffusion de substances et de gradients électrochimiques. C'est comme ça que ça démarre, c'est là que ça prend sa source, si vous voulez, l'intelligence artificielle. C'est avec ce type-là, Nicolas Rachevsky, que quelque chose s'ancre qui va devenir la cybernétique et surtout l'intelligence artificielle,
selon laquelle on peut examiner ce qui se passe dans la tête d'un être humain. On peut le modéliser, on peut l'examiner, on peut le voir par des analogies qui au départ sont purement imaginaires, comme toutes les analogies. Hein, si vous lisez Foucault, vous le savez, à quel point toute la médecine, toute la science est faite d'analogies qui sont purement imaginaires et qui correspondent à certaines orientations idéologiques en général et imaginaires et collectives d'une époque. Voilà. Et bien c'est ce type-là qui est à l'origine de cette analogie-là qui permet aujourd'hui à n'importe qui de croire qu'un ordinateur pense, ou qu'un ordinateur imite la pensée humaine. Et comme tous les cybernéticiens après lui, Rachevsky il construit concrètement des passerelles entre des domaines dont seules ces analogies, qui sont toutes nées, les analogies qu'il fait, de sa préconception mathématique du monde, lui permettent de les rapprocher. Des domaines que seules ces analogies permettent de rapprocher, qui sinon n'ont aucun point commun et n'ont aucune raison d'être rapprochés. L'enchaînement analogique constaté par le préjugé du seul regard clinique, entre guillemets, au sens où Foucault définit ce que c'est qu'un regard clinique, dans l'essence de la clinique. L'enchaînement donc analogique constaté par le préjugé du seul regard clinique entre une réaction chimique et une réaction biologique, puis entre cette réaction biologique et le fonctionnement électrique, entre guillemets, des neurones, parce que c'est ces gens-là qui ont décidé que l'électricité neuronale, c'était aussi une électricité comparable à l'électricité électrochimique. C'est eux qui ont qualifié ça d'électricité. Hein, depuis Gavalny, je vais en parler. C'est aussi un préjugé, c'est aussi une hypothèse, c'est aussi une théorie, c'est aussi une doctrine. Puis ensuite, entre le fonctionnement des neurones et celui de la pensée humaine, là aussi c'est une doctrine. Ça n'est donc que la conséquence induite de proche en proche par l'hypothèse de base de son regard mathématique et probabiliste. Vous voyez comment les choses se mettent en place. C'est très exactement ce qui se passe avec Rachevsky, avec les études, si vous voulez, mathématico-biologiques ou biologico-mathématiques de Rachevsky, c'est très exactement ce que Foucault décrit et explique dans Naissance de la clinique, justement, concernant ce qu'il appelle Foucault le rêve de descriptibilité totale. Le rêve, c'est un rêve, un dessin, un objectif de descriptibilité totale de l'être de la maladie. Alors là, il ne s'agit pas de l'être de la maladie, mais de l'être de la pensée. Mais l'expression rêve de descriptibilité totale qu'élabore Foucault, elle correspond exactement. Voilà ce que dit Foucault, voilà ce qu'écrit Foucault. Vous trouverez tout ça donc dans le tome 1 des œuvres de Foucault en Pléiade, page 803 et page 804, donc dans Naissance de la clinique, Archéologie du regard médical. La descriptibilité totale est un horizon présent et reculé, écrit Foucault. C'est le rêve d'une pensée, beaucoup plus qu'une structure conceptuelle de base, le rêve d'une pensée. Il y a à cela une raison historique simple, 2 points. C'est que la logique de Condillac, qui servait de modèle épistémologique à la clinique, ne permettait pas une science où le visible et le dissible fussent pris dans une totale adéquation. Adéquation entre le visible, ce que l'on voit, et le dissible, et ce que l'on peut en dire. La philosophie de Condillac a été peu à peu décalée de l'impression originaire à une logique opératoire des signes, puis de cette logique à la constitution d'un savoir qui serait à la fois langue et calcul. 2 points, utiliser à ces 3 niveaux, et à chaque fois avec des sens différents, la notion d'élément. Un élément. Pour Rachevsky, ce sera la cellule, par exemple. Pour McCulloch, on l'a vu la dernière fois, c'était le lectone. Donc un élément élémentaire, imaginaire, construit, rêvé, fantasmé. Utiliser à ces 3 niveaux et à chaque fois avec des sens différents, la notion, c'est une notion, dit Foucault, d'élément, assurait tout au long de cette réflexion une continuité ambiguë, sans structure logique définie et cohérente. Condillac n'a jamais dégagé une théorie universelle de l'élément,
que cet élément soit perceptif, linguistique ou calculable. 2 points. Il a hésité sans cesse entre deux logiques des opérations, celle de la genèse et celle du calcul. D'où la double définition de l'analyse, c'est toujours Michel Foucault qui parle, d'où la double définition de l'analyse, 2 points, réduire les idées complexes, et là il cite Condillac, aux idées simples dont elles ont été composées et suivre le progrès de leur génération. Ce qui est la démarche cybernétique par excellence, qui est revendiquée par McCulloch et par tous les cybernéticiens à sa suite. Réduire le complexe au simple, réduire les idées complexes aux idées simples, comme le préconise Condillac, dont elles ont été composées, et suivre le progrès de leur génération. Et, d'autre part, continue Michel Foucault, chercher la vérité, et il recite à nouveau Condillac dans l'origine des connaissances humaines, aux idées simples dont elles ont été composées. Pardon, chercher la vérité par une espèce de calcul, c'est-à-dire en composant et en décomposant les notions pour les comparer de la manière la plus favorable aux découvertes qu'on a en vue. Cette ambiguïté, continue Michel Foucault, vous voyez comme on est proche de ce qui se passe, mais quasiment mot à mot, dans la caboche des cybernéticiens. Cette ambiguïté a pesé sur la méthode clinique, mais celle-ci a joué selon une pente conceptuelle qui est opposée exactement à l'évolution de Condillac, 2 points, renversement terme à terme du point d'origine et du point d'achèvement. Elle redescend de l'exigence du calcul au primat de la genèse, c'est-à-dire qu'après avoir cherché à définir le postulat d'adéquation du visible à l'énonçable par une calculabilité universelle et rigoureuse, elle lui donne le sens d'une descriptibilité totale et exhaustive. Donc c'est une inversion entre la genèse et l'aboutissement de la logique de Condillac, mais ce n'est pas une contradiction de la démarche de Condillac, ce qu'il est en train d'expliquer Foucault. L'opération essentielle n'est plus de l'ordre de la combinatoire, mais de l'ordre de la transcription syntactique. Voilà, on voit comme ce que décrit ici Foucault correspond à cette série d'inférences successives et qui s'engendrent quasiment les unes les autres, sur laquelle série et sur lesquelles inférences les cybernéticiens fondent leur conception, qui est très pauvre en réalité, évidemment, quand on a une conception un petit peu plus noble et un peu élaborée et raffinée de ce que c'est que la pensée, et la pensée humaine, c'est quelque chose de profondément misérable, leur manière de concevoir la pensée, d'ailleurs animale d'abord et humaine. Aux cybernéticiens, conception donc très pauvre de l'être humain et de sa pensée. Et on comprend en quoi une formulation comme celle de la thèse de McCulloch et Pitts, un calcul, donc c'est le titre même de leur thèse, un calcul logique des idées immanentes dans l'activité nerveuse, n'est en rien ni objective, ni idéologiquement dénuée d'arrière-pensée.